Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info. Je suis ravi de vous retrouver. Voici le sommaire de ce journal, le début de semaine. Même s'il y avait quelques nuages aujourd'hui, la chaleur estivale peut faire prendre des risques lorsque l'on pratique une discipline sportive. Notre invité, le docteur Richard Magnas, un médecin du sport, nous donnera quelques conseils, et notamment bien s'hydrater, choisir sa tenue et ses horaires. L'Association des ombudsman et médiateurs de la francophonie organise actuellement des rencontres internationales au Novotel dans le but de protéger les droits des générations futures. Plus d'éclaircissements dans cette édition. Le Grimaldi Forum sera le centre névralgique de la danse du 15 au 24 juillet avec au programme deux créations, celle de Mimosa et Julien Guérin, et deux pièces, une de Sidi Larbi Cherkaoui, In Memoriam, et une pièce de Jean-Christophe Maillot, Coréméou. Nous serons justement avec Jean-Christophe Maillot qui va très certainement vous donner envie d'assister à ces moments de grâce. Et enfin, à moins de 3 mois de l'exposition universelle de Dubaï, nous sommes allés à la rencontre des futurs employés du pavillon de Monaco pour cette prochaine exposition universelle. Ils ont entre 18 et 28 ans et ils viennent de faire connaissance avant le début d'une nouvelle aventure. Avant de développer tout cela, nous ouvrons ce journal avec une bonne nouvelle. Les résultats définitifs du baccalauréat 2021. Après les épreuves des deux élèves qui étaient en rattrapage, c'est du 100%. Au final, 100% des élèves de terminale ont obtenu leur bac cette année à Monaco. C'est ce que vient d'annoncer le gouvernement. À noter quand même que 392 d'entre eux ont eu une mention, soit plus de 88% des élèves. Est-ce que vous avez d'aussi bonnes nouvelles à nous annoncer, Yannick Debever, dans votre Point Info? Bonsoir Yannick. Bonsoir Fabien, bonsoir à toutes et à tous. Ma bonne nouvelle à moi, c'est un anniversaire, les 15 ans des relations diplomatiques entre Monaco et la Russie. Depuis le 11 juillet 2006, des liens forts se sont tissés entre la principauté et la Fédération de Russie. Une coopération constructive annonce le gouvernement princier, surtout dans les domaines culturels, économiques, scientifiques et environnementaux. À l'occasion de cet anniversaire, Monaco affirme sa volonté de poursuivre le renforcement de ces liens bénéfiques aux deux pays. L'exposition de bijoux de Diane Venet au Grimaldi Forum attise les curiosités, et notamment celle du prince Albert II. Exactement, bijoux d'artiste de Picasso à Kunz. Avouez quand même que ce titre ne peut pas laisser indifférent. C'est une collection impressionnante qu'a décidé de faire partager au public Diane Venet, véritable passionnée d'art. En 30 ans, la femme du célèbre sculpteur Bernard Venet a su réunir une collection de plus de 230 bijoux, dont 180 seront exposés au Grimaldi Forum jusqu'au 29 août. De Picasso à Kunz donc, en passant par Franck Stella, Niki de Saint-Phal ou encore Louise Bourgeois pour ne citer que. Le Cleaning Day de la Croix-Rouge monégasque s'est déroulé ce dimanche, une action qui permet de sensibiliser en matière de bon traitement des déchets. Le rendez-vous était donné à 10 h au port de Fontvieille. C'est là que le deuxième Cleaning Day de la Croix-Rouge monégasque s'est concentré. Une promenade de 2 heures pendant laquelle les participants ramassent chaque déchet trouvé sur le chemin pour ensuite les trier et les jeter. La mission réalisée en relation avec la Société monégasque d'assainissement se veut pédagogique. L'objectif est simple, informer et sensibiliser la population monégasque au cycle de gestion des déchets pour mieux le respecter. Merci Yannick Debever, on vous retrouve dans quelques instants. L'été est bel et bien là, il fait chaud, mais nous ne sommes pas encore dans une période caniculaire. Il faut quand même faire attention, notamment dans la pratique du sport. Il y a des règles à respecter. Et pour nous développer tout cela, nous sommes avec un médecin du sport, docteur Richard Magnas. Bonsoir. Bonsoir. Médecin du sport, c'est comme ça que l'on peut vous appeler? C'est comme ça, effectivement. Quels conseils vous pouvez donner justement quand on veut faire du sport en cette période? Alors, il faut adapter sa pratique, notamment, après c'est des questions de bon sens, il faut essayer de choisir des horaires de pratique qui sont les plus convenables, donc on évite le plein cagnard, typiquement. Donc on essaye plutôt d'organiser ses sessions d'entraînement ou sa pratique sportive au petit matin, ou éventuellement dans la soirée. On va prendre des vêtements clairs, des vêtements qui sont amples, qui permettent de laisser la sueur s'évaporer. C'est comme ça qu'on évacue l'excès de calories, on va dire. Donc voilà, et puis surtout bien s'hydrater avant sa session, pendant et après. Quels sont les risques? Alors les risques peuvent être légers à très graves. Donc on peut rencontrer des problèmes de fatigue intense et de déshydratation mineure qui peuvent aller jusqu'au dramatique coup de chaleur en fait, qui est un événement gravissime. Vous avez dit que ça peut être très dangereux. Qu'est-ce qu'un coup de chaleur en fait? C'est le corps qui n'arrive plus à se refroidir en pratique en fait. Vous savez que le corps
organise lui-même sa thermorégulation. Donc en fait, il met en jeu un certain nombre de mécanismes pour faire baisser la température. Et quand les gens font un coup de chaleur, en fait, ça veut dire que le corps n'arrive plus à s'adapter aux conditions. Ça se conclut malheureusement assez souvent par effectivement un épisode gravissime. Donc la prise en charge est toujours hospitalière, on parle de réanimation. Les consignes sont les mêmes, peu importe l'âge? Effectivement, les sujets à risque sont les sujets qui sont porteurs de pathologies, qui ont une condition physique qui est un peu plus limite. Et il faut essayer de faire en sorte de ne pas laisser apparaître, de ne pas laisser arriver la sensation de soif. Donc il faut s'hydrater continuellement. Si on a soif, c'est que c'est entre guillemets trop tard et c'est qu'on n'a pas bu comme il fallait avant. Exactement. Si vous ressentez la sensation de soif, c'est que vous n'êtes pas suffisamment hydraté. La durée de la pratique sportive peut être la même qu'en hiver, ou il faut quand même faire attention et en faire peut-être un petit peu moins longtemps? Non, il faut en faire un petit peu moins longtemps et surtout il faut adapter ses conditions de pratique. Si on a la possibilité d'avoir accès à une salle climatisée, on peut pratiquer davantage ou dans des zones ombragées par exemple. Ça permet éventuellement de pouvoir pratiquer un petit peu mieux. Je résume pour les coups de chaleur, enfin pour les coups de chaleur, en tout cas le sport pendant de fortes chaleurs, on s'hydrate avant, pendant, après, on prend des tenues adaptées et on essaye de faire son sport à des heures aussi qui ne sont pas en plein cagnard comme entre midi et 2 par exemple. C'est bien ça, hein? Exactement. Et si on est porteur d'une pathologie ou qu'on n'a pas une condition physique exceptionnelle, c'est peut-être pas le meilleur moment de démarrer une activité. On fera ça à la rentrée. Richard Magnas, merci. Exactement. Je vous en prie, merci beaucoup. Et du sport, il y en a eu ce week-end. On vous retrouve Yannick pour un point info sportif, à commencer par la 8e édition du Monaco Energy Boat Challenge. On connaît donc le palmarès complet de ce Monaco Energy Boat Challenge. Sous les yeux de son Altesse Sérénissime, le prince souverain et l'aventurier Mike Horn, les équipes monégasques ont obtenu de bons résultats. Deuxième en endurance Open Sea et deuxième également dans le slalom et la Championship Race de la classe Energy, seulement battus par les Italiens d'Unibot. Les Néerlandais de Sunflare Solar Team ont quant à eux largement dominé la classe énergie solaire. L'événement avait pour principale mission la promotion d'un yachting éco-responsable et le développement d'énergies renouvelables. Il s'est conclu ce samedi par la remise de prix qui viennent récompenser projets, innovation, originalité et communication. C'est avec une médaille d'argent autour du cou que reviennent nos deux jeunes joueurs de la Roca Team engagés dans la Coupe du Monde U19 de basket. C'est à la fois une déception et une très grande performance. L'équipe de France des moins de 19 ans s'est inclinée face aux États-Unis ce dimanche, 83-81. Deux terribles petits points qui empêchent Armel Traoré et Rudy Demeis-Balou de revenir sur le rocher avec une médaille d'or. Armel Traoré s'est dit fier d'avoir fait partie de cette équipe incroyable, une équipe qui marque donc l'histoire du basket français. Avant elle, jamais les tricolores n'avaient atteint la finale de la Coupe du Monde U19. Ce week-end à New York se tenait la 11e manche du championnat du monde de Formule E avec une belle course de Norman Nato, pilote de l'écurie monégasque Rocket Venturi Racing. Parti 10e, Norman Nato a su bien gérer sa course pour finalement grappiller 3 places et terminer 7e du Prix de New York. Une très belle performance. Ça s'est en revanche moins bien passé pour Edoardo Mortara, le leader de l'écurie Rocket Venturi, qui doit se contenter d'une 17e place. Il reste tout de même 4e du classement des pilotes, dépassé notamment par Sam Bird, nouveau leader. Grâce à sa victoire hier à New York, Rocket Venturi Racing est actuellement 8e du classement constructeur. Et prochaine destination en Formule E, le 24 juillet à Londres. Les droits des générations futures sont au centre des débats de la rencontre internationale des ombudsman et médiateurs de la francophonie. Pendant 2 jours, les représentants de plus d'une trentaine d'institutions publiques et indépendantes de médiation et de protection de droits issus de plusieurs pays francophones, ainsi que des organisations internationales, travaillent pour faire entendre la voix des plus jeunes. Plusieurs discussions seront axées sur la protection des droits en période de pandémie, mais aussi face aux défis éthiques et environnementaux. Je vous propose d'écouter Claire Hédon, défenseur des droits en France. Quand on pense aux générations futures, il faut à la fois penser protection de l'environnement, de la planète, lutte contre le réchauffement climatique, mais aussi protection de leurs droits. Et de leurs droits aujourd'hui, des droits des enfants, d'être entendus, d'être scolarisés, quand ils sont en situation de plus grande vulnérabilité, de handicap, pouvoir être inclus, insérés dans la société et dans l'école. Et ce sont tout ce genre de discussions que nous avons ensemble
et où échanger avec nos homologues, vraiment ce sont des échanges de bonnes pratiques. On terminera avec une déclaration commune sur ce à quoi nous nous engageons, nous, en tant que médiateurs ombudsman dans nos propres pays, mais aussi ce qu'on incite nos gouvernements à faire. Et entre autres, c'est vraiment à penser cet agencement entre la protection de l'environnement et la protection des droits humains, et particulièrement des personnes les plus vulnérables. Protéger les droits des générations futures, un thème impulsé par le Haut-Commissariat monégasque. Demain, nous recevrons Anis Wood, haut-commissaire à la protection des droits, des libertés et à la médiation. Elle reviendra sur les avancées et l'adoption de la déclaration commune. Culture à présent avec notre deuxième invité, Jean-Christophe Maillot, bonsoir. Bonsoir. Au mois de juillet, beaucoup de personnes prennent des vacances. En revanche, ce n'est pas le cas des ballets de Monte-Carlo. Il va y avoir une belle activité qui nous attend au Grimaldi Forum. Ben absolument, on continue à maintenir l'activité, car comme vous le savez, on a eu la chance et le privilège de pouvoir à peu près continuer tout au long de l'année, ce qui était exceptionnel et rare par rapport à tous nos collègues européens et mondiaux. Et là, effectivement, en juillet, on prépare une série de 6 spectacles qui seront donnés au Grimaldi Forum, à la salle Prince-Pierre, à la salle des Princes, à partir du 15 juillet, avec 2 programmes différents. C'est ça, on va faire étape par étape. Du 15 au 17 juillet, ce sont d'abord des créations de 2 danseurs des ballets, Mimosa et Julien Guérin, à qui vous avez laissé une carte blanche. Pourquoi ? Vous savez, comme dans tout domaine d'ailleurs, il faut absolument être attentif aux nouvelles générations. Moi, j'ai toujours privilégié une relation particulière avec les danseurs dans leur relation à la chorégraphie. Ça donne des gens comme Jeroen Verbruggen aujourd'hui ou Hernandez qui sont des chorégraphes qui deviennent confirmés et qui prolongent, je dirais, un peu le travail qu'on fait ici depuis des années. Et cette année, c'est effectivement 2 danseurs de la compagnie. Une que tout le monde connaît, qui est Mimosa Koike, qui est avec nous depuis de longues années, qui est une soliste principale des ballets très importante, qui va faire sa première création. Avec les danseurs de la compagnie. Et le deuxième, c'est Julien Guérin, qui lui a quitté la compagnie l'année dernière, mais qui est aussi quelqu'un qui a été avec nous pendant de longues années. Et tous les deux explorent des univers très différents, mais qui, à mon avis, répondent à une attente particulière de la danse aujourd'hui, c'est-à-dire cette complémentarité entre la dimension plus contemporaine et la dimension plus académique de la danse. Ils vous ont surpris dans leurs propositions ? Oui, parce que je leur avais dit que je voulais qu'ils fassent quelque chose où on célébrerait l'idée de la joie, de la fête, de quelque chose qui soit de l'ordre du partage, l'anniversaire en fait, cette dimension de la célébration. Et je dois dire que Mimosa, qui est un personnage extraordinaire, c'est cette japonaise qui a quitté le Japon il y a très longtemps, qui a vécu presque plus longtemps en France qu'au Japon et qui maintenant est à Monaco depuis de nombreuses années. Elle a fait un spectacle complètement particulier, assez fou, je dirais presque un peu déjanté, mais dans le bon sens du terme, extrêmement ludique, joyeux, festif et très inventif. Et je la voyais dans quelque chose de plus sombre, peut-être de plus douloureux. Et là, elle a ouvert quelque chose que je ne supposais pas. Et Julien, il a toujours défendu cette idée que la danse académique pouvait avoir un futur, pouvait exister, pouvait continuer à vivre. Et là aussi, il a fait un travail en collaboration avec Dominique Driot au niveau de la scénographie. Et je dois dire que c'est aussi quelque chose de surprenant parce qu'il a un très bel outil qui sont les danseurs du ballet de Monte-Carlo, ce qui est quelque chose qui est exceptionnel pour lui parce qu'il travaille souvent avec des compagnies qui n'ont pas forcément le même niveau de danseurs. Et on va voir, je crois, au travers de cette pièce que la qualité technique de cette compagnie est assez grande. Et du 22 au 24 juillet, 2 pièces, une du chorégraphe belge Sidi Larbi Cherkaoui avec In Memoriam et une pièce de vous-même, Jean-Christophe Maillot, Coréméou. Mettez-nous l'eau à la bouche. Qu'est-ce que l'on va pouvoir découvrir ou redécouvrir ? Je voulais absolument réunir une fois sur scène à la fois cette création qu'avait fait Sidi Larbi Cherkaoui, qui a fait cette création, c'était la première fois qu'il créait pour une autre compagnie que la sienne, il y a de nombreuses années, en 2004. Depuis, il fait la carrière qu'on connaît, qui est une carrière internationale. Et c'était avec l'ensemble Affiletta, cet ensemble de chants polyphoniques corses. Et je voulais qu'on retrouve à la fois le travail de Castrignano, ce musicien et ce chanteur qui célèbre, lui, la tarentelle des Pouilles, et ces chanteurs de Corse, tous les deux sur le même plateau. Je sais que c'est quelque chose qui est extrêmement festif, que les gens se réjouissent quand ils voient ce ballet. Et là, d'avoir ces 2 propositions musicales et ces 2 propositions chorégraphiques ensemble, c'est quelque chose qui me tenait à cœur et qui, je trouve, est vraiment cette célébration d'un esprit méditerranéen qui va pouvoir s'affirmer ici au Grimaldi Forum. Quel meilleur endroit pour le faire ?
La suite, après le mois de juillet, vous avez des projets, vous avez des dates à l'étranger ou de nouvelles idées pour contrer cette satanée crise sanitaire ? Écoutez, pour vous dire la vérité, tout se passe plutôt pas trop mal. Maintenant, est-ce que les choses vont être maintenues? Je ne sais pas. Je l'espère. Nous sommes censés commencer par une tournée très simple, mais qui est à Fréjus, mais c'est déjà un point de départ. Et puis ensuite, nous allons partir effectivement, entre autres à Dubaï. Nous allons retrouver les États-Unis, nous allons retrouver l'Espagne, nous allons retrouver l'Allemagne, nous allons retrouver pas mal d'endroits et puis pas mal d'idées de création qui sont en train de venir, en sachant qu'on reprendra sûrement, ça je vous le donne en primeur, le Casse-Noisette Compagnie au mois de décembre, aussi dans l'esprit de faire quelque chose qui permette aux gens un tout petit peu de respirer. En attendant, pour conclure, je le répète, du 15 au 17 juillet, 2 créations de 2 danseurs des ballets et du 22 au 24 juillet, 2 pièces, une du chorégraphe Sidi Larbi Cherkaoui et une de vous-même. Jean-Christophe Maillot, merci. Je vous en prie. Ils vont bientôt partir pour plus de 6 mois tous ensemble. Ils ont entre 18 et 28 ans, les employés du pavillon de Monaco pour la prochaine exposition universelle de Dubaï. Ils se sont retrouvés ce dimanche à la Rose des Vents pour un petit cocktail décontracté. L'occasion de se rencontrer avant le début de l'aventure en septembre. Reportage de Juliette Rappert. Du 1er octobre au 31 mars, ils vont vivre ensemble une aventure inoubliable, l'Expo Dubaï 2020. Une cinquantaine de jeunes ont signé leur contrat d'embauche avec Monaco Interexpo et reçu toutes les informations nécessaires à leur départ, mais ils étaient surtout là pour se rencontrer avant le grand saut. Pour moi, c'était l'occasion qu'ils se rencontrent un petit peu tous ensemble, qu'ils fassent connaissance et qu'ils n'arrivent pas à Dubaï au mois de septembre en se découvrant le premier jour. C'est une équipe de jeunes gens qui étaient normalement pour la plupart en études, qui ont soit terminé, soit qui prennent une année de césure pour participer à cette merveilleuse aventure qui est une exposition universelle. Ils vont être guides, agents d'accueil, vendeurs, vendeuses ou encore barman au pavillon de Monaco et ils sont impatients de partir. J'ai trop hâte de partir parce que après le Covid, après tout ce qui s'est passé, les confinements, ça fait du bien de se dire qu'on va partir 6 mois dans un pays étranger, à Dubaï, pour un événement incroyable qui est l'Expo universelle. C'est beaucoup d'excitation déjà de participer à un événement international comme ça promet de belles choses. Rencontrer aussi, du coup là je suis déjà en train de rencontrer toutes les personnes avec qui j'ai travaillé pendant cette période-là qui m'ont l'air tous très sympathiques. Et puis là-bas aussi ça va être rencontre du coup de gens qui viennent un peu de partout dans le monde, donc c'est aussi très enrichissant d'un point de vue culturel, d'un point de vue social. Je pense que ça peut faire que des bonnes choses. Oui. Ils partiront donc début septembre pour la préparation et la mise en place du personnel pour cette nouvelle exposition universelle. Une première expérience professionnelle pour certains et sûrement d'incroyables souvenirs. Yannick, vous êtes notre monsieur météo du jour. Les nuages vont-ils disparaître demain ? Eh bien non Fabien, j'aurais bien aimé, mais non, les nuages stagneront au-dessus de Monaco demain et pour toute la semaine. Quelques gouttes pourraient tomber autour de midi. Malgré tout, les températures restent élevées avec une maximale de 26 degrés. La mer sera quant à elle à 24. Le soleil se lèvera à 5h58 et se couchera à 21h13. Enfin, demain, mardi 13 juillet, nous fêterons les saints Henri et Joël. 2 saints pour le prix d'un. Bonne fête donc aux Henri et aux Joël. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. La suite de vos programmes sur Monaco Info. Souvenez-vous, le 12 juillet 2005, nous célébrions l'avènement du prince Albert II. À suivre donc, dans quelques instants, à cette occasion, un documentaire signé Jean-Louis Filck qui revient sur les 10 premières années de règne du souverain. Avant cela, les photos du jour pour clore ce journal, prises par Stéphane Danin et le studio Phoenix. Nous vous en avons parlé. La OMF, l'association des ombudsman et médiateurs de la francophonie, organise actuellement des rencontres internationales dans le but de protéger les droits des générations futures. Nous y reviendrons demain plus en détail avec notre invité. On se retrouve justement mardi à 19h pour d'autres informations. Au revoir.